Ok. Bonjour, bonsoir, c'est le Chevalier Noir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Batman Détective, le rendez-vous de ceux qui veulent apprendre, comprendre et entreprendre. Cet épisode n'a pas encore commencé, mais c'est déjà mon préféré, puisque mon invité du jour a le parcours et le charisme d'un espion britannique, et ce n'est pas un hasard si son surnom est le Caméléon. Il est avant tout enseignant en hypnose et thérapie brève, ainsi que maître praticien en PNL. Si dans la famille Duty, vous aimez le fils, alors vous serez également inspiré par le père, puisque tous deux sont saints d'esprit. Régis, comment vas-tu? Amen. Voilà pourquoi je Salut, t'ai le chevalier invité. noir. Tu es un homme de référence. Merci. Je pense qu'on est tous des hommes de référence. Merci. Je vais très très bien, Jérémy, et merci déjà pour cette invitation. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit sur. C'est déjà mon préféré. Eh ben, moi, je n'ai qu'un échange avec toi. Bon, j'ai des échanges bien sûr téléphoniques avant, mais là, en l'occurrence, aujourd'hui aussi, ça va être peut-être mon épisode préféré parce que je serai en train de discuter avec quelqu'un que j'apprécie, c'est-à-dire toi. Avec plaisir partagé. Et j'espère que du coup, cet épisode sera le préféré de beaucoup de nos auditeurs. Comme à mon habitude, première question, signature de Batman Detective. Quelle est ta définition du succès? C'est quoi le succès pour toi? Euh, on parlait de citation justement, et tout à l'heure je réfléchissais, je disais, laquelle pourrait peut-être mieux situer où j'en suis justement avec cette référence de succès. Je pense à Albert Einstein qui disait, n'essayez pas de devenir un homme de succès, mais plutôt un homme de valeur. Et c'est ce que je vais prôner. C'est le succès, ouais, c'est bien, ça aboutit à beaucoup de choses, le bonheur, la réussite, l'enrichissement financier, personnel. Il y a toute une démarche personnelle qui est derrière, hein. Chaque individu va chercher à avoir vraiment cette notion de succès. Mais avant toute chose, je pense que la valeur prône chez l'individu. Et c'est ce que je vais, moi, plutôt conseiller à tes auditeurs, c'est vraiment cette notion de valeur. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu vas améliorer de ta personne avec ce succès? Succès est éphémère. Tu peux être en haut du jour au lendemain, tu peux être aussi en bas du jour au lendemain. Je suis bien placé pour le dire. J'ai eu beaucoup de réussites, j'ai eu des échecs, euh, qui ne sont pas des échecs en soi, mais je pense qu'on en reviendra tout à l'heure sur les phases de regret. Donc, le succès, pour moi, avant toute chose, c'est une émancipation de l'ego. C'est-à-dire, quand tu as traversé beaucoup d'épreuves et que tu as évolué grâce à ces apprentissages, et ben, tu as ton propre succès, cette propre notion de valeur. Dire que malgré tout ce que tu as ou ce que tu n'as pas pu faire ou a fait, au moins, en tout cas, dans ta valeur personnelle, tu t'estimes. Et quand tu as une bonne réussite dans tous les domaines de ta vie, quand tu as trouvé ton équilibre, je vais parler d'épanouissement. Mhm. Voilà. C'est un épanouissement personnel de succès. Il y a des gens qui vont parler de succès alors qu'ils travaillent dans une usine, qui ont une famille, des enfants, qui partent en week-end quand ils peuvent, en vacances, qu'ils ont un équilibre et ils ont cette notion de bonheur. Donc on peut associer bonheur avec succès, avec modération, avec un équilibre parfait. Chacun aura, je pense, cette notion de succès. Et je pense que quand tu es un homme épanoui, je pense que tu peux derrière aussi associer cette notion de succès. Comme dirait un grand mentor que j'ai, Idriss Aberkan, il dit tu ne verras jamais d'homme épanoui en prison. Et il a raison. Voilà. Je pense que un homme épanoui, il n'aura pas de conséquences vraiment directement sur sa vie. Euh, Bien sûr, ça passe par des expériences, par pas mal de choses, mais, voilà, cette notion de succès, elle sera propre à chacun. Mais maintenant, si tu me poses la question, c'est vraiment ça. Moi, je vais prôner plutôt la valeur de ce que tu es. Quelles sont justement les valeurs qui, toi, te définissent et que tu mettrais en avant pour définir ta propre personnalité et ton propre succès?
Euh, si je parlais à titre personnel, c'est surtout garder la foi. La foi. Je parle pas de foi religieuse, hein, de foi spirituelle, même si on pourrait faire un lien, mais de capacité, d'intelligence justement de l'âme, c'est à dire, ok, quoi qu'il advienne, j'avance. Je t'ai dit, quand on a discuté tout à l'heure, que j'avais un driver qui était soit fort, Mm. euh, que je suis en train d'améliorer, parce que la force, bien sûr, c'est une ressource, c'est une énergie. Mais quant à la foi, t'as même plus besoin de parler de force. Mm. C'est un peu comme si dans mon driver, c'est comme si, de toute façon, quoi qu'il advienne, je sais que même dans mes échecs ou dans mes réussites, j'en tirerai une conséquence, une leçon, une progression. Donc, je suis même pas en train de me dire, il faut, c'est nécessaire, je dois. J'ai ça m'appartient, hein, cette croyance qui me dit que de toute façon, quoi que tu puisses faire, euh, tu y arriveras. Tu y arriveras. Dans le soufisme, je sais pas si tu t'intéresses au soufisme, hein, on parle au niveau de la religion islamique, sans être justement dans cet état religieux. Je suis plutôt dans la philosophie du soufisme, où on dit justement que tu penses être maître de ta destinée, on appelle ça le libre arbitre, mais qu'au final, peut-être que déjà tout est écrit. Mais c'est en fonction de tes choix, bien sûr. Et plus tu vas écouter, non pas cet ego, hein, cette tête, ce besoin de moralité, de jugement et de valeur, justement, parce qu'on parle aussi de valeur, va t'amener à faire des choix. Et tu en tireras, bien sûr, des conclusions, des expériences, des résultats diverses. Mais qu'au final, si on peut parler du soufisme, ta destinée, elle est devant toi. Et que c'est cette ligne. Alors on va dire oui, mais ce serait peut-être un peu simpliste de penser que effectivement il y a un point A, un point B. Non, il y a juste une destinée. Donc la destinée, c'est bien le point B. Et que en fonction de tes choix, tu vas être bifurqué à droite, à gauche. Et quand tu regardes l'évolution d'un individu à sa naissance jusqu'à peut-être la sagesse, la connaissance de soi, c'est que tu vas faire des choix en fonction de ton entourage. Regarde, de 0 à 15 ans, 20 ans, tu es guidé par tes parents, tu es éduqué par tes parents, par tes professeurs, par les rencontres que tu fais. Puis d'un seul coup, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire, écoute, viens mon chéri ou viens ma chérie, on va faire ça ensemble. Tu n'es déjà peut-être pas dans l'aspiration de ce que tu aurais souhaité à cet âge-là. Et toute ta vie, tu vas être guidé, des fois par tes employeurs, à faire des choix multiples. Et à un moment, tu arrives à 40 ans, tu te dis, putain, ouais, je regarde derrière moi, ok, bon, j'ai eu l'expérience, mais j'ai pas vraiment fait ce que j'aurais voulu faire dans ma vie. Et là, on va parler de notion de regret. Et c'est ça, c'est que il faut inculquer, éduquer nos enfants ou nos amis, nos proches, à leur dire, OK, fais ce que tu ressens de bon. Va vers ce qui te parle. OK? Et quand on parle de parle, c'est parce que tu entends, c'est ce que tu ressens. Je vous l'ai dit la dernière fois lors de notre webinaire avec Vincent, on est dans une époque, un siècle, ou même depuis un certain temps, on s'est complètement dématérialisé au sens propre de notre corps. Et comme on dit en PNL, corps et esprit fait partie du même système cybernétique. On est trop dans le jugement, on est trop dans le besoin de reconnaissance, de besoins psychologiques, physiologiques, et on s'est coupé totalement de notre ressenti. Et il est important à notre époque de vraiment d'aller chercher cette notion de corps et d'écouter vraiment nos besoins au sens propre. Et quand tu es dans cette notion d'écouter vraiment tes besoins sans vouloir nourrir aussi les besoins des autres, ok, ou même tes besoins d'estime, de considération, de regard que les autres peuvent avoir sur toi, euh, quand tu es coupé de ces besoins et quand tu écoutes vraiment, sans parler d'égocentrisme, ok, parce que l'égocentrisme, c'est je fais les choses pour moi et uniquement pour moi. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire, je vais faire pour ma gueule. Euh, Par contre, l'égoïste, lui, va dire, OK, je pars plutôt de cette métaphore. Imagine, on fait un gâteau et l'égocentrique va faire un gâteau, il va donner à tout le monde pour avoir le retour de dire, ah, ton gâteau, il est parfait, il était bon. Et là, tu en prends cette satisfaction, tu vois, dire, ah, au moins, j'ai la reconnaissance dans ce que je fais. Un égoïste va faire un gâteau et ne va pas s'oublier.
À dire, OK, j'ai fait un gâteau, mais j'ai pris aussi une part pour moi, parce que c'est aussi important que moi, je prenne du plaisir. C'est ça la notion entre égoïste et égoïsme, et égocentrique. Et ben, dans nos vies, on doit avoir justement cette réflexion, de dire, OK, je vais maintenant faire mes propres choix pour moi, parce que c'est ma vie, elle m'appartient et non pas aux autres. Et quand tu es dans cet écho-là, ben, même si tu fais des erreurs, au moins c'est ça, c'est tes propres erreurs, c'est tes propres apprentissages. Et tu as moins de difficultés à t'en vouloir parce que tu ne seras pas en train de dire OK, j'ai fait ça parce que l'autre m'a demandé ou parce que mon père m'a dirigé vers ça. Et tu auras moins de rancune vis-à-vis des uns et des autres. Tu auras moins d'aspérité à dire oui, ben, c'est pas moi, c'est les autres. Mhm. Donc, donc pour ma part, j'ai eu ouais, je vais mettre entre guillemets, cette intelligence, quoi qu'il il m'est arrivé dans la vie, euh, d'écouter toujours ce petit fond intérieur. Mais très jeune, très très jeune. De là, je pense, au plus loin de mes souvenirs, je pense que j'avais 7 8 ans déjà. Je savais que, tu vois, à 30 40 ans, je serais entrepreneur. J'avais cette petite voix qui me dit, OK, je voyais qu'à l'école, j'avais déjà vu un petit peu ce schéma. L'école, pour moi, c'était déjà un cadenas qui m'enfermait, qui me disait de ne pas bouger, de rester sagement à ma place. Ce qu'on nous demande aujourd'hui dans la société, c'est de rester sagement à notre place et consommer et produire. Je me suis rendu compte très vite que ça, c'était pas moi. Voilà. J'avais déjà cet esprit un peu aventurier, un peu chevalier noir, tu vois, comme toi, tu as. On a parlé tout à l'heure de liberté. Et je Mhm. pense, comme disait Voltaire, l'homme libre est heureux. Et je pense que plus tu es libre dans ta vie, et plus tu es heureux. Il n'y a plus de notion de dépendance des uns et des autres. Voilà. Et c'est pas de l'égocentrisme, hein, c'est pas voilà, c'est simplement de dire OK, j'ai une vie, elle m'appartient. J'en fais ce que je veux. Et les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, ben, ils ne t'aiment pas pour ça. Ils t'aiment pour ce que tu leur apportes. Et là, dans ce cas-là, je donnerais simplement un conseil de peut-être nettoyer un petit peu nos entourages. On, on attire ce qu'on est, hein, comme je dis. On Mhm. attire la même vibration. Donc, si tu as des besoins, tu vas attirer les mêmes besoins chez les uns et chez les autres. Voilà pour la réponse. Tu dirais que du coup, la liberté est avant tout une émancipation de sa réelle pensée intellectuelle, de ce qu'on veut réellement. Ce qu'on veut réellement, déjà, pour moi, déjà, quand tu parles de notion de vouloir, pour certaines philosophies bouddhiques, pardon, on est déjà dans l'ego. D'accord. Vouloir est un désir. Mhm. Voilà. Tu es déjà en train de nourrir un désir qui est pour nous, si on fait ce lien avec la PNL, un opérateur modal de nécessité. Mais que cache cette nécessité au Mhm. niveau intrinsèque? Quel est le besoin que tu vas nourrir dans ce désir? Mhm. Et c'est pour ça que tu peux pas tout avoir. Et je vais dire à tes auditeurs d'aller regarder un film qui s'appelle Conversation avec Dieu. Attention, je parle pas de, hein, voilà, je mets aucun nom sur ce qui pourrait être au-dessus de nous. Mais ce film, quand vous regardez, c'est un film qui a été fait par Donald Walsh, qui est un thérapeute américain qui, dans son expérience de vie, en a tiré un film qui a été fait justement, qui a été racheté par le livre qu'il a lui-même écrit, qui raconte un peu sa vie. Et quand tu vois sa vie où il en est, et qu'il s'aperçoit qu'à un moment, il se retrouve dans la rue, et la veille de se retrouver sans plus rien, sans plus rien, il reçoit des messages. Il entend quelqu'un lui parler. On ne parle pas de schizophrénie parce qu'il n'était pas schizophrène, simplement que peut-être qu'il se parlait à lui-même, hein, c'est tout. Il avait, voilà, comme on peut se poser des questions. Et toutes les réponses étaient là devant lui. Et il dit, lui, dans sa croyance, j'ai discuté avec Dieu. Et il pose des questions pendant toute la nuit à Dieu, et Dieu lui répond à toutes ses interrogations. Et du coup, il note toutes ces réponses et en fait un livre. Ce livre va devenir un best-seller qui va être acheté à l'époque, dans les années 80, je crois, à 5 millions de dollars, qui va lui changer totalement sa vie. Grâce à ça, 5 millions de dollars, il sort de la pauvreté, il devient un thérapeute renommé, il fait des conférences et on lui rachète les droits de ce livre et il en fait un film maintenant. C'est un thérapeute qui a 80 ans, mais tu vois, dans cette fatalité, dans tout ce il a entrepris, il parle 2 fois. Il parle vraiment d'écouter vraiment ce fond intérieur. Et on fait des erreurs avec tout ça. Mais par fatalité, ben, si tu as toujours cette foi, tu y arrives toujours
dans ta vie. Euh, je sais que moi, personnellement, quand j'analyse un petit peu mon parcours, ça paraît peut-être un peu, comment dire ça, bisounours ce que je vais raconter, mais dans chaque événement, chaque chose, chaque environnement, chaque personne que je rencontrais, même à un point où je peux te dire que même la pièce de 10 centimes que j'avais dans ma poche, à un moment de ma vie a été utile au moment où j'avais besoin. C'est-à-dire que je me rappelle, ça m'arrive plusieurs fois, d'avoir à acheter un truc, j'avais pas d'argent et je me rappelais que j'avais quelque chose dans une poche de mon jean et j'allais chercher. Et au moment où j'avais besoin de ce truc-là, la pièce était là présente. Bien sûr, on va parler de coïncidence, de cause à effet, de causalité, mais il y a quand même des petits signes comme ça qu'il faut savoir lire. Voilà. Après, voilà, c'est chacun en tirera sa propre conclusion, sa propre analyse. Mais en tous les cas, je sais que moi, j'ai réussi à écouter un petit peu tous ces signes qui ont été un petit peu comme des guides. Tout à l'heure, je te parlais justement de destinée dans le soufisme, que quoi que tu puisses faire, en vérité, tu penses être en libre arbitre. Mais dans le soufisme, on dit en vérité que Dieu, ok, te guide. Lui, il te guide. Lui, c'est déjà, il connaît déjà ton parcours. Mais il va pas te donner la solution. Il va te laisser faire tes libres choix parce que pour lui, c'est important aussi que tu vives les événements. Euh, voilà, ça c'est une philosophie soufisme. Et pour ce faire, dans cette philosophie, il faut que tu te débarrasses vraiment de cet ego, donc de tous ces désirs, tu vois, que tu pourras avoir parce que tu pourras pas les nourrir. Et dans ce film, on t'explique avec Nathan Wash, on t'explique vraiment que dès lors où il dit à Dieu, mais Dieu, vous me dites que tout est disponible là autour de moi, et pourtant je ne l'ai pas. Et il lui dit, c'est parce que tu es dans cette notion de désir, tu ne pourras pas avoir tout ce que tu veux dans ta vie. Ça, c'est clair. Tu auras tout ce que tu mérites. Et ce que tu mérites, il faudra que tu travailles pour avoir. Il faudra que tu aies un labeur. Il faudra que tu comprennes des choses dans ta vie et que tu évolues, que tu grandis. Et c'est ça. C'est ça qu'il faut prôner, c'est-à-dire cette notion de foi, et cette notion de respect de ce que tu peux ressentir dans le cœur. Parce que derrière tout ça, on parle simplement de notion d'amour. Voilà. C'est l'amour qui doit te guider. C'est l'amour déjà de toi-même et l'amour que tu as envie de recevoir et donner aux autres. Ça fait un peu je dis bisounours, cette conversation qu'on a là. Mais je pense qu'on on a, on a actuellement malheureusement, dans cette société, un besoin considérable d'amour. Et c'est pour ça que tout évolue. Hein. On pourra parler un peu plus tard de certaines connaissances que j'ai justement sur les changements sociétals actuels. Pourquoi actuellement il y a beaucoup de clivages, pourquoi actuellement il y a beaucoup de crises. Parce qu'il y a vraiment un changement au niveau de la prise de conscience des individus. L'air est en train d'évoluer et c'est pour ça que tout se casse la gueule, c'est pour ça que les institutions, les États sont en train de paniquer. Et on en fera peut-être un jour une autre, un autre webinaire ou un autre rendez-vous. Je, Voilà. je voulais revenir sur une citation de René Char, « Impose ta chance, va vers ton risque ». Mhm. Justement, cette notion de risque dont tu as évoqué, euh, qu'est-ce qu'elle t'inspire aujourd'hui avec le recul et l'expérience que tu as? Comment justement, tu définirais le risque? Je- c'est un mot, tu vois, qui est un peu tranchant chez moi, risque. C'est pas un mot que j'emploie souvent. Hmm. Euh, si si j'avais quelqu'un qui me parlait de risque dans mon cabinet, je dirais change ce vocabulaire. Le risque, déjà, rien que le fait de dire risque, qu'est-ce que tu vas. Il y a toujours un langage de profondeur, d'accord, et de surface. Là, quand tu parles de risque, ok, c'est ce que vient nourrir ce risque chez toi, cette croyance que tu vas dire que tu risques de faire ça. Et le fait déjà de prétendre qu'il y a un risque, quelque part, tu l'appelles déjà ce risque, ou tu Hmm. le construis. Tu le construis. Je parlais simplement d'apprentissage, ok. Quoi qu'il advienne, de toute façon, tu ne pourras jamais être sûr et certain du résultat. Par contre,
regarde les athlètes de très haut niveau. C'est pour ça que souvent, faut modéliser les athlètes de très haut niveau. À l'époque, moi, j'appréciais énormément Usain Bolt, tu vois, parce qu'il avait un mental terrible, il réussit toutes les courses. Donc, c'est vrai, on disait oui, mais il a une allonge supérieure parce qu'il fait 2 mètres, donc de 20 centimètres sur 100 mètres, ça fait quand même 20 mètres d'avance sur les autres. Donc, tu vois, il y avait aussi, bien sûr, cet aspect technique et physique, mais il y avait aussi le mental qui était derrière. Et il était tellement sûr de sa réussite. Dès lors, il arrivait déjà avec son charisme, sa prestance sur la ligne de départ, avec son mouvement de flèche, là, dire je sais où je vais, l'objectif est devant. Et il n'était pas en train de se dire est-ce qu'il y a du vent dans le dos, tiens, les gens ils sont en train de me siffler, tiens, lui, aujourd'hui, il a l'air bien affûté, il est peut-être meilleur que moi. Il était vraiment dans sa force mentale et dans sa propre estime de lui. Il savait qu'elle allait gagner. Donc, il ne se posait pas la question de risque. Et ben, j'ai cette même, cette même pensée. Je me souviens quand j'étais coach, je mettais mes cartes de visite sur les plus belles voitures de la ville. Mmh. J'habitais à l'époque Valenciennes. Je mettais mes cartes de visite sur les joyaux. Il y avait quand même un chaptel de chef d'entreprise sur Valenciennes. Et je mettais mes cartes de visite sur les Porsche, les Mercedes, les Ferrari. Et les potes disaient, mais t'es fou, ils vont jamais t'appeler. Je dis, mais au contraire. Au contraire. Je cible déjà la clientèle que je veux. C'est ces gens-là qui ont la capacité de pouvoir s'offrir un coach. OK? Bien sûr, je ne dénigrais pas les autres parce que j'avais une clientèle aussi assez ouverte. Mais je me disais, mais au contraire, si j'avais écouté la pensée des autres, me dire non, ne prends pas de risques, ça sert à rien ce que tu fais, eh ben, je n'aurais pas, tu vois, sans mérite et sans prétention, coaché quasiment la plupart du gratin de Valenciennes. J'ai coaché des avocats, j'ai coaché des médecins, j'ai coaché des chefs d'entreprise sur Valenciennes parce que c'était mon dada. Et c'est grâce justement à ces gens-là que j'ai coaché, que j'ai énormément aussi appris d'eux. Ces gens-là ont été des modèles pour moi. Parce que en même temps que j'ai coaché, je voyais un peu comment ils philosophaient, comment ils vivaient dans leur vie. Et c'est ça qui m'a fait grandir. J'aurais pu, au contraire, tu vois, continuer à travailler dans les salles et coacher monsieur et madame Lambda, ce qui a été en soi aussi un apprentissage. Et d'ailleurs, je l'ai fait. Mais comme j'avais déjà une maturité, j'ai repris mes études, j'avais quand même 32, 35, 30, ouais, 33 ans. Donc, j'étais déjà un homme, on va dire, quelque part, mature. Donc, je savais ce que je voulais. Et je n'ai jamais pensé au risque. J'ai eu aussi des expériences multiples vis-à-vis des banques, du culot. Euh, je me rappelle quand j'ai ouvert mon magasin de nutrition sportive, j'avais pas les moyens de le faire, mais j'avais l'intelligence de le faire, les capacités et surtout la demande. Parce que quand j'étais coach, on me disait tu ne vends pas de la protéine et tous les besoins au niveau des compléments alimentaires. Et j'allais sur l'île à un magasin qui s'appelait Top Body à l'époque et j'allais chercher des compléments et je les vendais avec une petite marge en plus de 5 euros, tu vois. Mais je me dis, mais pourquoi je passe par un sous-traitant alors que je pourrais moi-même les vendre? Donc, j'ai téléphoné moi-même au président de Top Body. Je lui dis, voilà, j'ai une envie d'ouvrir un magasin sur Valenciennes. Et il me dit, ouais, Valenciennes, non, je crois pas tellement, mais il y avait Borloo qui avait fait tout Valenciennes, donc le centre-ville de Valenciennes était magnifique. Il y avait vraiment une expansion, quelque chose qui est en train de se créer. Et je l'ai bossé comme ça pendant 1 an et demi au corps. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, je te paye le billet de train, tu viens cet été à Valenciennes et on en parlera. Et je me rappelle, je cherche à la gare, il me dit OK, il arrive. Je sors de la gare et je lui fais Hume. Et il fait ça, et il me regarde, il fait OK, j'ai compris. Et je le ramène au centre-ville et il voit vraiment tous les commerces qui sont ouverts. Et je lui dis, j'ai trouvé un local. Et donc, je vais loin du centre-ville. Du centre-ville, il me dit, mais ton local, il est pas dans le centre-ville? Je fais, non, 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 le centre-ville, les loyers sont trop chers. Regarde, j'ai trouvé une petite place là, la place Saint-Nicolas. C'est un quartier bobo. Voilà, hyper beau, avec une place, avec des platanes, avec à côté la bibliothèque, le plus grand restaurant de la ville. Et si regarde, le loyer, il est 2 fois moins cher, regarde le local. Et le mec, il me dit, OK, je te suis. Je lui dis, mais OK. Mais je dis, moi, j'ai pas d'argent pour le fonds de commerce, j'ai pas d'argent pour le stock. Est-ce que tu me fais confiance? J'ai pris des risques. Il devait prendre des risques aussi, le mec. Mais il a dit, OK, je te suis. Donc, il m'a mis 10 000 euros sur la table pour m'acheter le fonds de boulot. Et j'ai tenu le magasin pendant 3 ans et demi avec des ventes que j'ai explosées.
d'accord? Au bout de 3 ans et demi, bah, je me suis dit, voilà, c'était un tremplin pour moi. Je ne voulais pas en faire ma carrière, mais ça m'a permis, après, de rebondir à la banque et arriver à la banque et me dire, voilà, en 3 ans et demi, j'ai tenu des chiffres, des bons chiffres au niveau des comptes. Maintenant, vous allez m'aider pour ouvrir mon centre de remise en forme. Hmm. Tu vois? Et c'est pour moi, ça a été juste un acheminement logique dans ma Ouais. tête. Il y a jamais eu cette notion de risque. Tu peux être le meilleur combattant du monde, tu peux être le meilleur boxeur du monde. Tu vas arriver sur un ring, tu vas te prendre un mauvais coup et tu vas tomber. Mais si le meilleur boxeur du monde commence à rentrer sur le ring et dire ah putain, je risque de me prendre une patate et de me voir allongé au sol, il ne monte pas sur le ring. Non, Hmm. il est persuadé de gagner. Et ben moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que je suis, quoi qu'il advienne, ça sera un apprentissage. Il y a pas d'échec dans la vie pour moi. Tu vois, les mots d'échec, déjà, ça sonne mal en moi. Il y a juste de l'apprentissage. Et c'est vraiment ce que tu vas gagner, cet apprentissage, qui va te faire évoluer, qui va te faire grandir. Voilà. Justement, il y a cette phrase de Maître Yoda dans Star Wars, Mhm. fais-le ou ne Ouais, le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. ouais. Ça, c'est quelque chose qui te parle justement, cette notion de, il n'y a pas d'essai. C'est soit tu le fais, soit tu ne saisis pas cette opportunité. Il n'y a pas, il y a pas de j'essaye, c'est je le fais. Il n'y a pas d'à peu près. Hmm. Il n'y a pas du peut-être. Je dis souvent quand les gens me parlent, oui, je vais essayer. Mais non, on fait ou on ne fait pas. Il n'y a pas entre deux. C'est comme les gens quand tu leur dis, bah tiens, tu aimes cette personne? Ouais, ouais, enfin, je l'aime, ouais, je l'aime. Non, c'est soit tu l'aimes ou tu aimes ça. Ouais, ouais. Déjà, rien que dans le fait de dire ouais, ouais, tu vois, il y a déjà un doute. Euh, donc, non, C'est- c'est soit tu fais, soit tu fais pas. Pour moi, c'est hyper important. pour compléter tes propos, c'est souvent quelque chose que je reprends quand on me dit ça me dérange pas. Non. Est-ce que, est-ce que ça te plaît ou est-ce que ça ne te plaît pas? Et souvent, quand on me dit non, ça ne me dérange pas, bah, moi, ça me dérange quand on me répond ça, Mhm. justement. Cette notion un petit peu, tu sais, par défaut du ça ne me dérange pas. Ça. Et voilà, ça va un petit peu dans cette lignée-là. Et justement, j'ai une question pour toi Mhm. sur alors, un groupe de rap qui s'appelle PNL. Alors, aucun lien avec la PNL. Je connais, ouais. Et justement, c'est pour revenir à cette petite anecdote que tu nous avais racontée pendant le webinaire qu'on avait organisé avec Vincent dans le groupe Telegram. Et cette phrase, c'est j'ai paire de couilles en cas de problème. Et je voulais Mhm. revenir avec toi sur justement le fait d'avoir des couilles. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Ouais. cette notion? Bah, je pense que déjà, ce que j'ai expliqué, mon parcours, je pense que ouais, l'important, c'est quand même si tu vis des échecs, c'est toujours garder ton enthousiasme. Et on peut associer enthousiasme avec là, cette peur de couilles. C'est par fatalité, si tu commences à te dire, ouais, mais il y a des risques. On a discuté justement au niveau de la Tse, un plan A, plan B. Dès lors où tu mets un plan B dans ta tête inconsciemment, ton cerveau ne retient pas la négation. On sait très bien en neurosciences qu'il va mettre en place des stratégies inconscientes au cas où. Mais t'es pas dans le focus. Et c'est vraiment ça la différence entre, tu vois, le sportif de très haut niveau et le sportif du dimanche. C'est dire, OK, j'ai pas de plan B. Mon plan de carrière, il est fait et je vais réussir, je vais réussir. Et bien sûr que ça touche très peu d'individus, cette capacité mentale. Mais quand tu regardes les analyses euh, sur les gens vraiment qui ont réussi, ce sont des gens à la base environnementale. Soit ils ont eu des modèles vraiment positifs, ou soit des expériences tellement pauvres ou difficiles dans leur adolescence, dans leur enfance, qui ont décidé, tu vois, de prendre leur destinée en main, leur choix, et de bosser bien plus que les autres, de travailler bien plus que les autres. Mais quand je parle de notion de travail, j'ai plutôt parlé de notion de passion, d'épanouissement. Parce que travail, en latin, on sait très bien, c'est tripalium, ok? C'est objet de torture. Donc, j'ai souvent mes stagiaires, allez, continuez à vous torturer l'esprit, vous avez raison. C'est vraiment penser à cette notion de passion. Ok, la passion, c'est vraiment ce qui va te faire vivre. Dès lors où tu travailles dans un domaine où tu te forces à faire les choses, tu n'es pas dans cette notion de passion. Donc, tu subis. Et comme disait Alain, un philosophe, subir et non agir, tel est le fond de l'agréable. Tu vois?
Donc, il faut vraiment que tu te dis à un moment, OK, est-ce que je suis en adéquation, est-ce que je suis en phase avec ça? Donc, pour revenir à la référence des testicules, hein, des colonnes, comme on peut dire, bah, tu mettras tout ce que tu veux derrière. Donc, c'est ton enthousiasme, c'est ta propre croyance, qu'est-ce que tu viens enrichir, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif. Et qu'importe, vraiment qu'importe ce que tu mets derrière, cette notion de colonnes, c'est mets-y tes ressources. Voilà. Et moi, ma ressource, tu vois, si on peut parler de colonnes, c'était la croyance que j'alimentais derrière, dire, de toute façon, j'y arriverai. Je te l'ai dit tout à l'heure, mon driver, moi, c'est sois fort. Il a été un driver pendant longtemps dans ma vie. Maintenant, je suis plutôt dire, voilà, on parlait de notion d'instant présent, et je vais rester juste dans la notion de temps. Mm. Je vais vous donner une petite histoire. Comment Gandhi est devenu Mahatma Gandhi. À la base, c'était l'avocat qu'il était, hein, ok, le grand avocat qui était destiné, qui venait quand même d'une famille très riche, il faut savoir aussi, Gandhi. Et il prend un jour un train et il paye son billet en première classe et il se retrouve avec les Occidentaux, d'accord, dans le train. Et là, il y a un contrôleur indien qui arrive et qui voit Gandhi dans son comportement avec les Occidentaux, avec les Blancs. Ils lui disent, qu'est-ce que tu fous là? Et Gandhi il dit, bah, je suis avocat, j'ai payé mon premier ticket, j'ai le droit d'être ici. Il dit, non, non, là, ici, c'est la place des Occidentaux, tu n'as rien à faire ici. Les Indiens, c'est dans les comportements inférieurs. Donc, tu dégages. Et Gandhi se révolte, dit, non, j'ai payé mon billet. Et l'autre, peut-être, tu vois, dans cet ego de voir un Indien, ok, supérieur à lui-même, ne comprend pas que lui, qui est un petit contrôleur, tu vois, avec un petit peu de pouvoir et qui va en abuser, va dire à Gandhi de sortir et d'aller en seconde classe. Gandhi n'accepte pas, se révolte, mais comme il était chétif, le contrôleur l'attrape et le fout en dehors du train. Et le train part sans lui. Il se retrouve comme ça, perdu dans nulle part, avec rien autour de lui, c'est sa valise qui est restée dans le train. Et il lui reste là, au moment présent, ses lunettes et sa montre, qui a payé même pas 5 dollars au marché de New Delhi. Et il se dit, bah, dans ce moment-là, la chose qui me restait vraiment, c'est cette notion de temps. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire de cet instant présent? Et mes lunettes pour la perception, la vision du monde. Qu'est-ce que je peux faire justement pour améliorer cette vision, agrandir un petit peu justement la pensée un peu étriquée des gens. Et il va devenir, grâce à ça, arrêter ses, son travail d'avocat et va devenir justement Mahatma Gandhi, le grand Mahatma Gandhi qui est devenu. Et tu vois, cet événement a fait qu'il, grâce à ça, il s'est dit, quoi qu'on fasse, quoi qu'on devienne, on sera toujours les jugés les uns par les autres. Je ne pourrais pas changer la vision des gens et l'instant présent. Par contre, moi, qu'est-ce que je peux faire pour moi-même? Et tu vois, dans ce moment pénible qu'il a connu, eh ben, il a fallu ça pour qu'il comprenne vraiment ce qu'il devait faire de sa vie. Et ben c'est ça, c'est que dans cette nuance-là, je me dis, c'est pareil aujourd'hui. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'on peut vraiment réellement contrôler? On ne peut pas contrôler le monde, on ne peut pas changer les gens, on ne peut pas changer le monde, mais par contre, qu'est-ce qu'on peut changer en soi? Et quelle vision on peut créer de ce monde-là? Ok? Sa propre vérité. Peut-être sa propre vérité, même si sa vérité n'existe pas, mais en tous les cas, créer ta vie comme tu l'entends, comme tu te perçois, comme tu la veux, tout simplement. Et bien sûr, ben, tu dois nourrir ça avec des mécanismes, avec du temps, ok, avec des rencontres, avec de l'expérience, avec des ressources. Et à un moment, ben, on peut même parler, tu vois, Jérémy, on parle souvent en hypnose et en PNL de notion de rôle, de mission. Voilà, de mission. On a tous une mission quelque part dans notre vie. Comme je dis souvent, on est tous des thérapeutes, hein. Quand tu vas chez le coiffeur, tu sors du coiffeur, le coiffeur t'a mis une belle coiffure, tu te sens beau. Quelque part, c'est une thérapie. Tu vas à ton garage, il t'a réparé ta voiture, c'est un thérapeute qui a réparé ta voiture. On est tous des thérapeutes dans notre vie, à des échelles différentes. Voilà. Et quand tu parles de thérapie, en vérité, tu parles que de bienveillance et tu parles que d'amour. Voilà. On a tous, je pense, cette mission de faire grandir, voilà, l'humain. Je pense que c'est ça. Il y a un de mes amis, j'espère qu'il écoutera cet échange, une fois qu'il m'a dit, la Terre est notre mère et nous,
nous sommes sa conscience. Et c'est nous qui l'entretenons en réalité, par nos pensées. Et j'ai trouvé ça vraiment beau. Je dis, ouais, effectivement, c'est nous qui sommes le cerveau de la Terre. Elle vit. Elle se pose pas de questions. Elle vit et elle avance. Et nous, c'est en fonction de nos choix. Soit on la respecte, soit on la respecte pas. On la fait grandir, on la fait évoluer. Ben, j'aime bien cette notion-là. Dire qu'on est la conscience. On est tous des cas de conscience. On est tous plus ou moins capables de faire évoluer tout ça. Mais après, c'est un problème de travail de fond. On fait la boucle, de toute façon. C'est toujours un travail d'estime et de confiance. Tu parles Voilà pour ma réponse au niveau des colonnes. tu parles et merci pour cette réponse complète. Tu parles de rencontres, là justement d'amitié. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et que Vincent d'ailleurs répète souvent. Euh, Tout le monde veut que tu réussis, mais jamais mieux qu'eux. Mhm. Justement, quelle est quelle est ta vision des relations humaines et de ce principe de bienveillance avec la réelle amitié, le réel amour, tu vois, vraiment ce côté bienveillant des choses dans les relations. Ouais, c'est une belle question de profondeur. On- il y a cette notion d'absolu pour moi qui est présente énormément chez moi, d'intégrité. Et Mhm. on rejoint justement cette valeur, cette notion de valeur. Euh, il y a un sportif qui a parlé il y a quelques jours, je ne sais plus son nom. Euh, et on m'a posé la question justement, voilà, c'est quoi pour lui la vision justement aussi de la vie. Et il parlait justement d'être noble et d'être bon dans chaque domaine de sa vie, aussi bien au niveau familial, au niveau d'être parent, au niveau d'être époux, au niveau d'être sportif, au niveau d'être fils, au niveau d'être frère. À tous les domaines, c'est quand tu vis en paix avec toi-même et quand tu donnes de l'amour aux gens sans rien attendre en retour. Mais ça rejoint cette notion d'épanouissement. Dire dès lors où toi-même, tu n'as pas travaillé sur tes propres blessures, ok, sur tes propres comportements limitants, tu vas toujours nourrir ces besoins psychologiques. Ça, c'est important. Donc, euh, c'est à toi de vraiment de faire un travail. Mais c'est pas facile pour, tu vois, c'est un mot que j'écorche, pas facile, parce que la facilité propre à chacun, le rythme pour y arriver est propre à chacun. Mais il y a un moment, c'est de dire, est-ce que dans l'instant présent, est-ce que je suis vraiment heureux? Mhm. Est-ce que dans l'instant présent, tout est OK pour moi? Est-ce que dans l'instant présent, ma relation avec ma femme va bien? Est-ce que ma relation avec ma mère va bien? Est-ce que ma relation avec mes amis vont bien? Euh, et et c'est bien sûr que c'est pas facile parce que tu dois passer par des événements. Mais à titre personnel, j'ai été, tu vois, séparé de plusieurs personnes très jeunes et j'ai été dans la colère, j'ai été dans la révolte pendant des années. Mais jusqu'à un moment où je me dis, mais c'est moi qui me fais mal en vérité. Mhm. Je me fais mal, je subis tout ça. Mes propres choix limitants font qu'en vérité, je pense être dans une zone de confort, mais je ne suis pas heureux comme ça. Mhm. Tu ne peux pas te couper de tout le monde et te dire, ouais, tout va bien, je suis gay, tout me plaît, hein. Non, c'est de dire, non, que tu peux pas vivre tout seul. De toute façon, au niveau cellulaire, on est une cellule et on peut pas vivre, une cellule tout seul ne vit pas. Donc, on a besoin des autres aussi pour s'épanouir. Donc après, c'est un travail de fond, c'est un travail de pardon aussi. Quand je dis Mhm. notion de pardon, c'est cette capacité de dire, OK, j'ai fait des erreurs, ou on a fait des erreurs avec moi, mais qu'est-ce que j'en résulte? Et, euh, et pardonner, c'est pas cette notion de dire, ah oui, attention, je te pardonne, tu m'as fait du mal, je te pardonne, mais simplement se dire, OK, mais je vais peut-être être brut dans ce que je vais dire. Mais quelqu'un qui a été agressé, j'ai eu des gens dans mon cabinet qui ont été agressés physiquement, et j'aurais dit, mais qu'est-ce que tu en tires de cette expérience aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'a fait progresser? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Quel est l'impact que cette agression a eu dans ta vie? Et on arrive toujours à trouver des apprentissages, quoi qu'il advienne.
Dire, Hmm. ah oui, ben, c'est vrai que voilà, j'ai appris ça, ça m'a fait évoluer, j'ai même pu euh, euh, réduire mon entourage parce que il y a des gens qui m'ont soutenu, il y a des gens qui m'ont pas soutenu. J'ai vu vraiment les meilleurs amis qui ont été là dans les moments difficiles. Donc, tu as toujours un apprentissage de tout ça. Et qu'est-ce que j'en fais de ça? Voilà. Et, et pour moi, c'est cette notion-là qu'on doit mettre en priorité. C'est l'apprentissage que tu vas faire de tout ça. Hmm. Donc, euh, voilà, j'ai pas de choses à dire, Jérémy. Je suis en train de réfléchir en même temps que je te parle, donc je pense qu'on pourrait faire un webinaire qui dure des heures sur Super. cette notion-là. Donc, si tu avais une autre question, ce serait cool. Yes. J'ai toujours des questions Ouais. dans ma ceinture de Batman. Question justement sur le regard des autres et sur le jugement des autres, qui, je pense, va intéresser beaucoup d'auditeurs, notamment des entrepreneurs avec ce fameux syndrome de l'imposteur. Mhm. Il y a une phrase que j'ai vue récemment et qui m'a interpellé, qui dit: Donnez un masque à quelqu'un et il montrera son vrai visage. Mhm. Justement, qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette phrase-là, par rapport aussi à notre société avec les réseaux sociaux et ce côté paraître de nos vies, ce côté mise en scène de nos vies, et donc ce côté très, oui, masqué de, de notre propre existence. Très philosophique tout ça. Bien sûr, je me rappelle une fois, j'étais avec quelqu'un, j'ai quitté cette personne et je lui dis, de toute façon, on a trois masques. On a plus que trois masques, hein, mais les trois principaux, c'est le masque de ce que je suis vraiment, le masque de ce que je veux renvoyer, d'accord, aux autres, et celui que j'inspire à être. Et ben c'est ça. C'est Mhm. qui es-tu vraiment? Tu as parlé de paraître. On pourrait juste changer une lettre, enlever une lettre. Hein, c'est pas être. Ok. Mhm. Ok. Et dans cette société maintenant où on prône justement le physique, l'apparence, tu regardes les réseaux, comment les gens se développent, leur besoin de se faire connaître, de se faire reconnaître, c'est un problème de reconnaissance. Et, on en boucle, mais c'est un problème d'estime de soi. Et l'estime de soi va se construire avec des choses simples. On pourrait associer justement qu'est-ce que tu recherches à travers ce paraître. Mhm. Et c'est juste une considération. Et, et ça devient, je vous dis, hein, les enfants, les petits enfants que nous étions d'antan sont devenus les adultes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si un enfant n'a pas été épanoui, n'a pas reçu d'amour ou de considération ou de bienveillance ou de capacité par ses parents ou par son environnement, va faire que un adulte plus tard va rechercher cette considération. Donc mettra des plans inconscients, des stratégies inconscientes pour arriver à cette considération. C'est juste un problème d'amour de soi. Et on va passer par les stratégies. Donc, on ne peut pas blâmer, on ne peut pas juger ces gens parce qu'inconsciemment, ils sont simplement en train de nourrir un besoin qui est de l'amour, qui est de l'amour. Donc après, personnellement, euh, je suis formé justement après, il n'y a même pas besoin je pense, de question de formation. Je vais faire un lien avec. On a tous cette capacité à voir le bien et le mal, avec ses propres aspérités. Mais simplement, je vais donner une expérience que je pense que beaucoup de personnes ont pu vivre, même toi y compris, Jérémy. Il t'est peut-être déjà arrivé d'arriver dans une soirée. Moi, ça m'est arrivé une fois, je me rappelle toujours. J'arrive dans une soirée, dans un mariage. Je connaissais peu de personnes. Et quand tu te sens seul, tu cherches un peu du regard quelqu'un qui peut croiser, avec qui tu vas sourire, et qui tu vas discuter pour pas dire de te faire chier pendant la soirée. Et moi, ce jour-là, je me rappelle, je vois une tête dépasser le groupe de personnes qui étaient dans la salle. Donc un homme assez grand, et il se tourne et il me voit, on se croise du regard, on se sourit. Ce coup, une minute défilant, on se rapproche mutuellement, et il discute avec moi. Au fond de moi, après la discussion, je me dis, ah, je sens pas ce mec-là. Je sais pas, il y a quelque chose qui, voilà, il y a quelque chose qui passait pas. Mon instinct dit que je dois me méfier de ce mec-là.
ma valeur, mon jugement, mon éducation fait que bah, continue à parler de lui. Et avec le temps, on devient pote. On va même jusqu'à engager des finances ensemble et créer une société. Et moi, j'ai tendance, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, des coronesses, Mm. à être un tracteur. Je suis la locomotive qui va tirer le train, tu vois. Et donc, c'est quelqu'un qui avait pourtant qui était grand, il faisait 2 mètres, 100 kilos, donc une belle armoire, mais très peu d'estime de lui, de confiance. Donc, j'étais plutôt un peu son tête motive, son pote. Donc, je dis, ouais, je change de carrière, donc je le pousse à ouvrir un truc ça avec moi. Et il me baise la gueule. Je vais pas rentrer dans les détails, il me baise la gueule. Et là, je me dis, putain, mais Tout au ça. fond de moi, je savais. Et tu vois, bah, c'est ça pour répondre à ta question, c'est qu'à un moment, bah, écoute-toi. Et on fait encore, tu vois, ce retour en arrière, c'est écoute ton instinct. On est coupé de cet instinct. J'aurais écouté, tu vois, mon instinct, je ne serais pas associé avec lui, j'aurais même pas perdu de temps avec lui. Mais ça m'a servi de leçon. J'ai dû passer par là, rencontrer cette personne-là, pour en comprendre des choses sur moi-même aussi. C'est ça qui m'a fait évoluer. Dire, OK, la prochaine fois, tu sais quoi faire. T'as pas besoin de, parce que quand vous faites des choix, quand vous n'êtes pas en amour de vous-même et dans une bonne estime, vous faites des choix aussi et vous accompagnez quelqu'un ou vous allez construire quelque chose avec quelqu'un simplement pour aussi nourrir vos propres besoins. Voilà, je vais faire plaisir à cette personne, ça va m'apporter aussi du plaisir. Donc, parce que peut-être aussi, je me suis posé la question, pourquoi je l'avais fait, pourquoi j'ai recommencé ces erreurs plusieurs fois dans ma vie? Parce qu'effectivement, j'avais pas encore totalement soigné aussi mes propres besoins. Et parce que, au fond de moi, et chacun de nous, au fond de nous, je pense qu'on a cette notion de dire, dans chaque être humain, il y a une part de bonté. Mm. On le sait. On a envie de pouvoir justement faire émerger cette part de bonté qu'on peut voir des fois. Hein, ok. Et comme nous, à la base, nous sommes des gens avec de l'amour, on a envie justement d'échanger une partie de cet amour. On n'est pas égoïste. Et malheureusement, c'est que toi, tu avances avec cette croyance-là, mais l'autre, si toi, tu as évolué, alors je te parlais de phase, ok, on a une base, on a une phase. Si toi, tu as évolué ta base et tu es en phase, et que là, tu es toujours dans sa base de besoin, eh ben, tu penses que lui, il a évolué, mais il est dans son besoin, et tu enrichis son besoin, et à un moment, tu te dis, bah voilà, moi je suis là, lui il monte, mais il ne se suit pas. Et tant que tu vas nourrir ce besoin-là, et tu vois, pour faire une terminalité de cet échange avec ce mec-là, je me rappellerai quand j'ai arrêté notre association, euh, je, je, je vais dans l'entreprise où on était, et il était en bas dans les vestiaires en train de mettre en peinture. Et il avait fermé toutes les portes, donc j'ai escaladé la grille de la salle de sport qu'on avait ouvert ensemble, qui n'était même pas coach hein, à la base, hein, lui. Et je passe par l'entrée de secours, la sortie de secours, et il remonte de l'escalier en sifflant, et je le vois remonter, habillé exactement comme moi, Jérémy. C'est-à-dire, comme j'étais à la base habillé quand j'étais coach, j'avais souvent un treillis, tu vois, militaire, et un t-shirt un peu de couleur, tu vois, Nike, Adidas, et une casquette. Tu vois, comme c'était ma marque de fabrique. Et je vois remonter directement comme ça, et là, ça fait bizarre de te voir, tu vois, dans les yeux de quelqu'un d'autre, tu vois, tu dis, waouh, c'est quoi ce délire? Et j'ai compris effectivement qu'il y avait simplement juste modélisé qui j'étais et que je lui ai permis, tu vois, de grandir. Mm. Et tu vois, après, je me dis, bah écoutez, écoute, si cette rencontre l'a fait évoluer, et ben c'est que c'était l'expérience que je devais vivre. Et je n'en ai pas voulu. Bien sûr, après, on n'est pas devenus copains parce qu'il y a eu des comportements qui étaient assez négatifs vis-à-vis de moi. Mais en tous les cas, j'ai appris de cette expérience. Donc, cette notion de jugement ou de valeur sur les uns et les autres, ça m'a servi de leçon. Et aujourd'hui, tu vois, Jérémy, dès que je perçois quelqu'un, alors toutes mes expériences, mes certifications et mes formations m'ont appris maintenant encore mieux cerner l'individu. C'est-à-dire, maintenant, dès que je vois quelqu'un qui est pas en phase, si on parlait de phase, qui est pas dans cet équilibre-là,
je perds pas mon temps. C'est peut-être Mhm. égoïste, mais je perds pas mon temps. Mhm. Je me dis, non, je vais perdre de l'énergie, je vais perdre du temps, hein, et de toute façon, par expérience, on ne peut pas changer les gens. C'est les personnes qui vont changer d'eux-mêmes. Et ils ont besoin de passer par toutes ces phases-là pour, pour, pour évoluer. Donc, c'est pas à moi de le faire. Et, euh, et maintenant, je suis thérapeute et coach. Donc, je me dis que les gens qui veulent changer, s'ils ont besoin de moi, ben, Ouais, je suis formé pour, ils ont mon cabinet. Voilà. Justement, c'est marrant que tu me racontes cette histoire justement de cette personne Mhm. qui s'est servie de toi, entre guillemets, pour Ben devenir. là, alors, je te coupe, mais elle n'a pas fait, je pense qu'elle l'a fait inconsciemment. Hein. Je Bien sûr, pense que, inconsciemment, inconsciemment, bien sûr, oui, j'ai bien compris ce mécanisme. Justement, j'aimerais que toi, tu me donnes, alors ça va être là plutôt la casquette de père de famille et le Mhm. père de Vincent. Euh, Comment tu vois du coup l'impact que tu as eu sur Vincent par rapport à ce qu'il est devenu? Je me suis posé la question et j'ai répondu très rapidement. C'est Vincent qui a répondu à cette question très rapidement. Je vais donner une anecdote qui a tiré. Ben, Vincent va écouter ça, il va en sourire. Je me rappelle, j'avais acheté une maison il y a quelques années et j'ai fait les travaux moi-même pour cette maison. Et j'étais en train de faire les travaux et Vincent avait 7 8 ans, je crois. Et il était devant la télé. Et tu vois, dans nos aspérités, dans notre éducation, mon père, moi qui était un bosseur, qui était dur en soi, qui m'inculquait de la rigueur, je vois Vincent et peut-être énervé par la tâche. Je voyais que mon fils, lui, ne foutait rien, il était dans le canapé. Je lui dis, Vincent, si tu veux, tu pourrais venir m'aider, comme ça, tu apprendras à faire les travaux. Et il se lève, tu vois, parce que hein, papa a parlé, et il souffle. Et je lui dis, mais tu sais, Vincent, un peu agacé, mais là, c'est pour ça que on apprend beaucoup des enfants. Et je dis, Vincent, tu sais, un jour, tu auras une maison et tu auras certainement des travaux. Et du haut de ses 7 ans, il m'a dit, non, papa, moi, je ferai faire les travaux. Et j'aurais pu dire, mais c'est quoi, t'es prétentieux, c'est de l'ego et tout. Et j'ai ravalé ma fierté, j'ai dit, ok, et ben ça me plaît. Et j'ai dit, bah, écoute, Vincent, c'est bien ce que tu as dit les haut de tes temps, mais sache que pour y arriver, il faut que tu bosses, il faut que tu construises. Et il m'a dit, papa, c'est des- comme moi, tu vois, à 7 8 ans que je savais que j'allais être chef d'entreprise, lui, à 7 8 ans, il savait où y aller. Et quelque part, ben, je pense qu'à travers justement ce que je lui ai envoyé comme valeur, comme capacité. Il m'a vu aussi dans mes entreprises, il a vu que j'ai eu des échecs, il m'a vu rebondir. Et c'est là où je vais donner peut-être le meilleur conseil du monde aux gens qui nous écoutent, aux parents qui nous écoutent. C'est, je connais des parents qui me disent, ouais, moi je veux que mon fils devienne ça, je veux que, parce qu'ils n'ont pas justement encore, tu vois, fait table rase de leurs besoins, Hmm. peut-être de leur petit ego ou de leurs regrets. Et il faudrait que leurs enfants soient comme ça. Non, Hmm. moi je dis à mon fils, à ma fille, faites ce qu'il vous plaît. Jamais je vous blâmerai parce que vous allez arrêter vos études et vous allez reprendre d'autres. Vincent, il a eu un parcours, il avait dit, hein, il a fait un BTS, il est rentré dans une école d'ingénieur pendant quelques mois. Il est parti à Saint-Luc faire du dessin. Il avait 15 ans. Il a fait, et, et sa mère lui dit, non, moi, tu vas faire ça, tu vas faire ingénieur parce que c'est important dans la famille, ton grand-père a réussi. Et moi, je dis, Vincent, fais fais ce qu'il te plaît. Il a arrêté ses études, il a repris ses études, il a arrêté ses études en fac de sport, il est retourné en alternance et il est reparti au Krebs. Et là, quand il est parti au Krebs, il est venu major de promo parce que justement, il est parti dans sa passion. Et je lui dis, Vincent, va où tu veux. Et c'est ça où je veux dire, que je conseille aux gens qui nous écoutent, c'est, j'avais dit la dernière fois cette citation, un enfant n'est pas un vasque qu'on doit remplir, mais un feu qu'on allume. Eh ben, allumez vos enfants. Voilà. C'est, faites-leur confiance. Et même s'ils se cassent la gueule, c'est pas grave. Ils vont apprendre. Mais plus vous allez laisser aller où ils ressentent leurs besoins par cœur et pas par mental et pas par besoin de faire plaisir à papa, maman ou l'environnement, et ben là, vous allez avoir des enfants épanouis, plein d'amour. Et quand je vois mes enfants, quand je vois Vincent, quand je vois Morgane, euh, et ben, et ben, je suis fier d'eux parce que je pense qu'en tant que parent, c'est pas se combler à travers les réussites de nos enfants, mais au contraire, se dire en tant que parent,
Mes enfants ont réussi parce que je leur ai donné les bonnes ressources. Hmm. Voilà. Et c'est la meilleure fierté que tu peux avoir, c'est de dire, OK, mes enfants ne sont pas médecins, sont pas avocats, mais en tous les cas, ils sont épanouis et heureux dans leur vie. Et je pense que quand tu as un enfant qui est heureux, je pense que en tant que parent, tu es heureux. Et réciproquement. Hmm. Voilà. Je pense que quand tu vois ton père ou ta mère heureux, en tant qu'enfant, tu es heureux. Voilà ce que je peux répondre à ta question. Aurais-tu un dernier mot de la fin pour nos auditeurs, une devise, un conseil pour quelqu'un qui aimerait entreprendre? Ouais, j'ai noté tout à l'heure une citation. J'avais cette citation, je me souvenais plus de qui elle était. Et j'ai fait une recherche et j'ai retrouvé cette citation. Elle est d'Erasme. Erasme, c'est un prêtre hollandais du XIVe siècle qui disait: Le temps est souvent beaucoup plus intelligent que les donneurs de conseils. Donc, je pense que n'oubliez pas que le temps est notre meilleur allié. Et il peut être notre pire ennemi, mais moi, je vois plutôt comme un allié. Et quoi que tu fasses, tu y arriveras toujours. D'ailleurs, je disais, ne perdez pas votre enthousiasme. Donc, ne perdez pas foi. Si votre destinée est d'être telle chose, telle réussite, quoi que vous fassiez, vous y arriverez. Donc, après, c'est une notion de confiance. Mais la confiance, ça s'acquiert avec l'expérience. Donc, avancez, avancez, et vous y arriverez. Voilà ce que je pourrais dire pour mot de fin, à mon avis, mon ami. Merci beaucoup, Régis, pour cette heure passée ensemble. On verra Ben, si cet épisode est le préféré de beaucoup. Mais en tout cas, c'était un beau moment passé ensemble. eh ben, écoute, pensez, respecter et partager, mon ami. Merci Donc, encore. merci pour l'invitation et je te souhaite une belle fin de journée. Merci. Et à la semaine prochaine.